Bonjour à tous, merci d'être avec nous ici à Marrakech dans le cadre de la COP22 et vous le savez, on rencontre toute une série d'acteurs politiques, leaders associatifs, entrepreneuriales et on est avec une femme, vous savez, d'exception. Vous allez comprendre les raisons pour lesquelles évidemment on l'a invitée ici même. Elle s'appelle Sonia Mezzour, elle est vice-présidente du bureau évidemment d'un partenariat public-privé à la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et je suis très fier de l'accueillir ici parce que vous allez comprendre un peu plus pour quelle raison cette ascension fulgurante elle est présente avec nous ici même. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Monsieur Farkan, merci de m'avoir ici. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous occupez alors plusieurs casquettes parce que vous, on vous connaît. Vous avez évidemment, je ne vais pas brosser toute une série de ce que vous faites, notamment avec ce que je viens de dire, la vice-présidente auprès des Nations Unies. Mais avec toutes ces casquettes, vous arrivez à vous en sortir parce que quand on vous connaît, vous avez eu en peu de temps une ascension fulgurante. Mais comment vous faites? Vous allez la chercher où cette énergie? Eh bien écoutez, alhamdoulilah, c'est une énergie qui me vient de mes collaborateurs déjà, qui me donne une raison de venir au travail tous les jours. Je trouve que c'est une aventure passionnante que je vis depuis 6 ans avec mes collaborateurs et je suis ravie de le faire et de pouvoir participer un petit peu au développement durable de ce pays. Alors comment il faut vous présenter dans le cadre de cette COP22? Avec quelle casquette? Elle vous convient, celle que je viens de décrire? Oui, très bien. Très bien. Parfait. On peut y aller? Oui, on y va? avec plaisir. Allons-y alors, dites-moi. Avec plaisir. Vous êtes à Marrakech pour Oui. la COP22 et pour faire aussi un peu de business. Mais cette COP22 aujourd'hui, quel regard vous portez de cette COP22 ici à Marrakech? Vous en tant que femme, hein, c'est très important. Très bien. Alors écoutez, d'abord je voudrais dire que les Nations Unies ont consacré le Maroc en faisant une COP22 ici à Marrakech. Marrakech, c'est une ville impériale, emblématique. Elle plaît beaucoup aux touristes et aujourd'hui, on la ramène dans un cadre de sommet des consciences du climat. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir la COP22 ici. Et je trouve que ce qui est essentiel, c'est que le fait que la COP22 se passe ici, eh bien, ça consacre tous les efforts du Maroc dans la transition énergétique qu'il a bien voulu mener depuis quelques années. En 2009, il y a une stratégie énergétique nationale qui a été menée, où des institutions ont été créées, un champ énergétique, des actions, une stratégie qui est très ambitieuse, avec chiffré, 2000 MW solaire, 2000 MW éolien, 2000 MW hydraulique. Je me rappelle quand j'étais en 2010 conseillère au cabinet du ministre, je me rappelais que à l'international, on avait l'impression que le Maroc avait une politique extrêmement ambitieuse, mais qu'il n'allait pas y arriver. On est fiers de voir aujourd'hui que c'est quelque chose, effectivement, il existe un miracle marocain. Tous les Marocains sont fiers d'y participer. Alors on va y arriver justement. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette COP22 ici à Marrakech, à la fois qui est un véritable pari, est-ce qu'on va y arriver? Alors écoutez, d'abord je voudrais répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Vous m'avez dit en tant que femme. Eh bien c'est la première fois dans l'histoire des COP qu'il y a 2 choses. Un, qu'on met la femme, l'approche genre au centre du débat politique. Et deuxièmement, qu'on associe la société civile au débat climatique. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et ça arrive au Maroc. Donc, moi, je pense que sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, moi, en tout cas, je suis très fière d'être marocaine, d'avoir ce privilège d'avoir une constitution qui mise sur la parité, homme-femme, et que ça se passe au Maroc, cette approche genre se passe au Maroc. Je pense que ça consacre un peu tous les efforts qui sont fournis au plus haut niveau de l'État. Ensuite, vous me dites, est-ce que on va y arriver? On va y arriver, vous savez qu'aujourd'hui, sur la scène politique internationale… Je dis on va y arriver parce qu'on oui. a le sentiment que c'est un lourd chantier qu'attend le Maroc, surtout, durant cette année 2016-2017. Non, qui nous attend tous, parce que, vous savez, nous, en tant que Marocains, nous ne sommes pas très pollueurs en tant qu'Africains. Nous sommes des victimes de la pollution réalisée au niveau des pays industrialisés. Pour quelle raison? C'est pas un peu facile de dire ça, non? Non, c'est pas facile du tout, puisque on consomme en règle générale, un individu marocain consomme 800 kWh. Hein. C'est à peu près peut-être 7 à 8 fois moins qu'un Canadien ou qu'un Américain. D'accord? C'est très important de le savoir. Bien sûr, on a une croissance qui est fulgurante au fur et à mesure des années. Depuis 10 ans, on est à 5% d'augmentation au niveau de la consommation en énergie fossile, 7% en électricité, parce qu'il y a le confort des citoyens qui augmente, les gens achètent plus, ils consomment plus, et donc ils dépensent plus d'énergie. Ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, je dois dire qu'en termes de pollution, effectivement, les pays africains,
les petits États insulaires sont victimes de toute cette pollution qui a été faite par les grands pays industrialisés à base d'énergie fossile, etc. Je pense que le Maroc contribue largement au niveau de la scène politique internationale à asseoir une vraie transition énergétique et non seulement à l'asseoir pour lui-même, mais aussi à la transférer et à impulser une transition énergétique au niveau des États africains. Et dans quelle mesure? D'abord, il est un peu le porte-parole de tous ces pays qui sont très vulnérables. Je dois dire que dans ma double casquette en tant que secrétaire général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, nous abritons 5 ou 6 pays africains qui viennent de façon pro bono présenter leurs chantiers, présenter leurs problématiques et nous les accompagnons. Nous avons signé une dizaine de coopérations internationales avec des pays africains parce qu'ils ont besoin de cette expertise que le Maroc peut leur apporter. Donc nous sommes effectivement leader régional, leader africain, nous avons, avec toute humilité. Nous ne voulons pas donner de leçons aux Africains, nous sommes nous-mêmes Africains. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 90, le Maroc avait 2 chiffres importants. D'abord, nous sommes passés de moins de 20% d'électrification rurale à 99,5% aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, ce partenariat public-privé qui a été fait, qui a été réalisé à l'époque et qui a permis une telle croissance de la connexion électrique des citoyens et des citoyennes marocaines, eh bien, permet aujourd'hui de transférer ce savoir-faire au niveau de l'Afrique. Sonia Mezour, vous disiez tout à l'heure que vous étiez fière d'être femme, fière d'être marocaine, parce qu'évidemment avec tout ce que cela implique, mais on a le sentiment quand même, vous savez, quand on regarde cette COP22, qu'on a créé ou recréé des catégories. C'est-à-dire qu'il y a les catégories des femmes, la catégorie de notre jeunesse, dans le monde, ou africaine, ou marocaine, la catégorie des vieux, des seniors, la catégorie des hommes. Est-ce qu'on a besoin de cela quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique? Vraiment? C'est une excellente question. Alors quand vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde, 70% des pauvres sont des femmes. 70%. D'accord? Donc quand il y a une catastrophe naturelle due au réchauffement climatique, eh bien la femme et l'enfant sont 14 fois plus vulnérables qu'un homme. Par ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? 14 fois plus vulnérables, c'est-à-dire qu'en termes de mortalité, elles meurent 14 fois, elles ont 14 fois plus de probabilité de mourir avec leurs enfants qu'un homme, d'accord? Parce qu'elles sont au cœur de la problématique. Donc il y a urgence. Il y a urgence. Et je pense qu'aujourd'hui, une femme a besoin d'être dans le pouvoir décisionnel et de pouvoir participer aux politiques publiques. C'est ça qu'en fait voudrait la société civile, c'est ça ce que voudraient asseoir les institutionnels, parce qu'en faisant en sorte que nos femmes soient dans les conseils d'administration, nous représentent dans les politiques publiques, eh bien, elles vont forcément protéger leurs enfants et par là même protéger leurs familles. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de femmes dans le public, dans le privé ici, au Maroc, pour participer toujours à cette dynamique de la COP22? Il y en a. Je pense oui, il y en a. Mais je pense qu'on peut faire toujours mieux. On peut faire mieux. Et je pense que chacun d'entre nous essaye de faire mieux. Il y a une politique, il y a une volonté, comme je l'ai dit, au plus haut niveau de l'État, de faire en sorte à ce que la femme ait sa place. C'est vrai que je suis sur cette vague-là, alhamdoulilah, mais j'aimerais que mes concitoyennes et mes concitoyennes et mes collaboratrices puissent pouvoir continuer sous cette impulsion. Donc il faut créer des champs, il faut créer des possibilités. Là, mais parlons de vous, par exemple, vous, en tant que femme, en tant que vice-présidente, avec toutes les casquettes que vous avez esquissées tout à l'heure, comment vous, mais vraiment, j'aimerais que vous me le dites de façon avec votre cœur un peu, voilà. Vous nous livreriez avec votre cœur. Oui. C'est-à-dire comment vous avez fait votre place ici, évidemment avec tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire les pots de banane, les murs qui montent, etc. Comment vous, en tant que femme, vous avez fait votre place? La baraka. Et on le sait que parfois c'est un peu compliqué. La baraka, la baraka. La baraka. Donc vous avez la baraka. Rdat al-walidin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait être béni par ses parents. Ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mon père et ma mère me le disent tous les jours. Je pense que j'ai... vous savez, je vais vous le dire en arabe et je vais le traduire après. Man sawada alillah rafa'ah. Et je pense que c'est... J'ai toujours aimé ce pays. J'ai passé 13 ans à l'extérieur. Je voulais rentrer juste après mes études. On m'a dit non, rentre pas tout de suite parce que ça va être difficile. Il faut rester, acquérir de l'expérience. C'est quelque chose qui m'a demandé énormément d'énergie, de rester.
Je suis rentrée, effectivement, c'était quelque chose de bien de faire ça, parce que j'ai acquis une expérience professionnelle que je peux partager aujourd'hui. Mais j'aime ce peuple, j'aime ce pays, j'ai envie de donner. Donc, effectivement, ce qui m'anime, c'est cette passion. Alors, la COP 22, on voit bien que vous êtes impliqué là. On le voit évidemment à travers ce que vous faites. Oui. Mais concrètement, ça se traduit par quoi? Parce que quand on parle de négociations avec évidemment la ratification de l'accord de Paris, on en sort là, à la COP 21. Quand on parle par exemple de femmes et climat, soyez concrètes là-dessus pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent, schématisent le truc. Femmes et climat, ça se traduit par quoi? Ça veut dire quoi? Non, mais d'abord, je voudrais avant de répondre à cette question femmes et climat, parce que c'est juste un aspect dans un programme intégré. Je voudrais répondre de la manière suivante. D'abord, vous savez que le Maroc a donné, comme tous les États, c'est ce qu'on appelle ces INDC, ce qu'ils tentent d'élaborer en matière de lutte contre le changement climatique et pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Si, en continuant à faire les programmes que nous avons, les grands programmes éoliens, solaires, hydrauliques, nos programmes dans les métiers mondiaux, nos programmes de réhabilitation du littoral, nos programmes de lutte contre le changement climatique dans l'agriculture, avec le goutte à goutte, etc., nous arriverions à baisser de 19% nos gaz à effet de serre d'ici 2030. Maintenant, si nous avions accès à des fonds supplémentaires, avec nos fonds propres, si nous avions accès à des fonds supplémentaires, nous arriverions à 32% de baisse des gaz à effet de serre. Ça, c'est très important à dire. Dans tous ces programmes, il y a la composante féminine. C'est-à-dire que nous déclinons dans les territoires, bien entendu, les femmes sont les plus vulnérables. Nous travaillons avec les coopératives. Nous avons un programme, d'ailleurs au Maroc, qui s'appelle le programme Jiatinou, que nous faisons avec de nombreux partenaires internationaux. C'est un programme qui a permis de primer 2 villes marocaines aujourd'hui et de les comparer à 1300 villes européennes, comme Munich, Zurich, Genève, Besançon. C'est quelque chose de formidable. C'est une première africaine. C'est un travail acharné qu'ont mené des maires volontaires, sur une base volontaire, qui ont créé une gouvernance locale, une équipe énergie. Ils l'ont accompagné. Les institutions nationales l'ont accompagné. Donc l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique a porté une main forte à ces décideurs locaux, parce que nous sommes dans la régionalisation avancée qui a été voulue en 2009, mais nous devons territorialiser notre approche de genre climatique. C'est la première fois. Alors où vous le placez, vous, le curseur? Alors, vous concernant, parce que votre combat il se place où par rapport au curseur? Concernant la COP22, le réchauffement climatique, le climat? Eh bien écoutez, moi je pense que si je devais placer mon curseur quelque part, eh bien on pourrait dire que nous participons à faire en sorte que les territoires jouent un vrai rôle dans la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas à nous d'apprendre à quelqu'un qui est dans une commune ce qu'il doit faire. C'est à lui d'avoir les moyens et les outils nécessaires pour savoir ce dont les concitoyens, ses concitoyens ont besoin. Et je voudrais donner un exemple là-dessus, si vous permettez. Bien sûr. L'éclairage public, qui est pas quelque chose d'important au niveau national en matière de consommation énergétique, mais qui est très important au niveau d'une commune urbaine ou une commune rurale, représente environ, avec la consommation de carburant, 70% du budget d'une commune urbaine. C'est énorme. Bien sûr, absolument. Ouais, nous, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte de les accompagner pour pouvoir baisser la facture énergétique de 30 à 40%, et ce qui va leur permettre d'avoir un effet de levier pour consacrer ce budget aux infrastructures, à l'éducation, à l'accompagnement des jeunes, à la santé, etc. Et c'est ça qui nous anime en fait. C'est votre combat? C'est notre combat quotidien. Absolument. Non, c'est notre combat quotidien, c'est de faire ce qu'on appelle l'investissement d'impact. Alors, Sonia Mézour, il nous reste quelques minutes avant d'arriver au thème de cette émission. Je voudrais quand même, je sais que vous êtes évidemment, comment dirais-je, très attaché au continent africain. Comment vous faites le lien avec, est-ce que d'abord, vous voulez absolument faire un lien avec les femmes africaines et les femmes marocaines, ou pas du tout, plus globalement, comment vous associez l'Afrique à l'enjeu de cet enjeu africain avec le climat et le réchauffement climatique? Écoutez, quand vous voyez que l'Afrique, ce sont 800 millions d'habitants qui ont en termes de capacité électrique installée la même capacité qu'un pays comme l'Espagne, qui a environ 45 millions d'habitants. Exact. Eh bien, vous vous dites, il y a beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? On veut faire du développement durable, on veut créer de la croissance. Mais comment? Vous croyez qu'on peut la créer sans avoir un accès à l'électricité, sans avoir d'accès à l'eau potable et sans avoir d'accès au sanitation,
comment on appelle ça, Qu'est-ce que vous voulez dire? La malnutrition? non, 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 Sanitaire? Sanitation, c'est-à-dire au traitement des eaux usées. Ah, au traitement, oui, des pardon. eaux usées. C'est fondamental. C'est notre combat quotidien. Et si vous prenez ça, eh bien, je dois dire que nous attelons à faire en sorte que le premier, un des 3 piliers, soit mis en œuvre. Cette année 2016-2017 Oui. va être stratégique. Sa Majesté le Roi l'a rappelé dans son discours, stratégique parce que c'est un enjeu africain, stratégique parce que c'est un enjeu marocain. Vous, comment vous voyez les choses à court, moyen terme et à quoi vous allez vous attaquer dans les prochains mois? Alors écoutez, moi je pense que d'abord ce combat-là réside au Maroc depuis plus de 35 ans. Sa Majesté Hassan II, paix à son âme, avait créé déjà en 82 le Centre de développement des énergies renouvelables, qui à l'époque, on pensait que les écologistes étaient un peu des gens... Les extraterrestres. des extraterrestres, Dites-le, oui, pour absolument. le dire gentiment. Donc déjà on était précurseurs dans ce domaine-là. Et c'est le Centre de développement des énergies renouvelables, qui aujourd'hui est l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, qui a permis de mesurer la ressource éolienne et la ressource solaire pour faire en sorte de lancer les grands programmes que vous voyez aujourd'hui. Que ce soit Noor, que ce soit les grands chantiers éoliens que vous voyez de par le pays. Ça d'abord c'est fondamental, c'est pas quelque chose que nous vivons qui date d'aujourd'hui. D'accord? Ça c'est important à rappeler. Ensuite, la COP21 n'est qu'une étape dans la stratégie nationale. 21 à Paris ou 22 Non, à Marrakech? la stratégie, Ah, voilà. non, la COP22, pardon. La COP22. Excusez-moi, n'est qu'une étape dans la stratégie marocaine. Effectivement, nous n'avons pas commencé à travailler parce qu'elle arrive. Nous n'allons pas arrêter de travailler une fois qu'elle sera terminée. Mais c'est une étape importante où 50 chefs d'État réfléchissent aux meilleurs moyens de mettre en œuvre ce qui a été décidé dans l'accord de Paris. Il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Première des choses, c'est que vous savez que les élections américaines ont eu lieu, Donald Trump a été élu et que dans les négociations climatiques, son nom revient souvent et de savoir si, malgré la ratification de L'accord de Paris? Oui, de l'accord de Paris par le président Obama, qui n'a pas pris l'accord de son Sénat et du Congrès, est-ce que Donald Trump va faire ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale? Va casser l'accord. Voilà. Alors, moi je dois dire que ça d'abord, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de réflexions qui se passent autour de cela. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'il y a des pays extrêmement engagés. Il y a une conscience planétaire sur l'enjeu du changement climatique. Vous savez, il y a un programme que nous appelons programme Mosquée Verte qui arrive à sensibiliser 5 millions de personnes chaque vendredi au Maroc. On touche toutes les couches sociales. Par un leadership religieux, les imams, les mourchidines, les mourchidates, on arrive à adresser la corrélation entre les préceptes du Saint-Coran, les préceptes de la Sunna, avec le gaspillage de l'eau, avec la protection de l'environnement, avec la maîtrise de la consommation énergétique. Et c'est ça ce qui est fondamental, c'est que c'est quelque chose qui va rentrer dans les consciences et qui va durer longtemps. Le plus dur commence Le plus dur... maintenant? Alors le plus dur... Où va arriver? Non, alors le plus dur, je ne pense pas que ce soit le plus dur, il ne faut pas être pessimiste ni vraiment optimiste par rapport à cela. Je pense que le plus important, c'est de dire que nous sommes dans un effort, dans une dynamique conjointe. Dans cette dynamique conjointe, est-ce que vous pensez que le Marocain se sent concerné, se sent sensibilisé par cette COP22? Eh bien écoutez, je vous parle de 5 millions de Marocaines et de Marocains qui sont sensibilisés chaque vendredi, toutes couches sociales confondues, et qui savent ce que c'est que la COP22, et qu'ils ont envie de participer, et qu'ils comprennent que la pollution atmosphérique, eh bien, elle fait du mal à leurs enfants, qu'ils comprennent qu'allumer la lumière, eh ben, c'est des usines à charbon qui travaillent derrière, ou des usines à fuel, et qu'il faut que ça leur donne de l'asthme, et qu'il y a une problématique derrière, et qu'ils ont envie de participer. Vous savez, il y a des enfants qui ont envie de participer à cela. C'est quelque chose de passionnant. Et je pense que cette dynamique, la COP22 a permis de la renforcer, de l'impulser, mais elle ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Puisqu'on arrive, ça y est, je vais devoir clore notre entretien. À qui? Dans le cadre de cette émission spéciale. À qui? Tous celles et ceux qui vous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur livrer comme message? En regardant par exemple la caméra qui est juste là. Ils vous regardent, tiens, ce soir. Vous leur dites quoi? Écoutez, c'est une excellente question. Je leur dirais éteignez vos lumières quand vous sortez d'une pièce. Commencez par ça déjà. Merci infiniment. Je le rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent.
que vous êtes Sonia Mezzour, vice-présidente du bureau, donc partenariat public-privé à la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. Merci infiniment d'être... On va vous suivre, on suivra ça de très près. Merci beaucoup. Merci de m'avoir eu. C'est moi qui vous remercie infiniment. Évidemment, je vous donne rendez-vous très prochainement, ici même, dans cette spéciale COP22, pour suivre tout cela très attentivement et de très près. D'ici là, portez-vous bien.